Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour votre participation. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olga, je suis directrice commerciale et associée chez Jouxter. Aujourd'hui, nous allons discuter sur un sujet qui n'a jamais été assez d'actualité, le futur du travail et du travail hybride. On attendait partout qu'il aura besoin peut-être un jour plus de bureau. On parle des travail hybrides, on parle des télétravail pour toujours et d'autres choses. Par contre, Google a annoncé que les employés doivent revenir travailler en présentiel à partir du mois de septembre. Les employés qui veulent travailler plus de 12 semaines par an doivent demander pour le télétravail une permission spéciale. Donc, l'époque des cocktails sur la plage en télétravail est terminée pour les collaborateurs de Google. Twitter est annoncé il y a un an qu'il y aura des télétravail pour toujours, pour tout le monde. Apparemment, il y a des changements dans cette vision qui étaient apparus dans la presse également. Nos clients ont posé beaucoup de questions sur le sujet. C'est pourquoi j'ai décidé d'animer et organiser ces webinaires. Donc, je suis ravie de présenter nos experts aujourd'hui. C'est Eric Molenfer, qui est président des sociétés J'Expertise. Merci beaucoup, Eric, pour ta participation. Et également, mon cher patron, Fabien Gérard, fondateur et président des sociétés Jouxter. Eric, avec l'événement des travail hybrides, quels sont les changements que vous avez remarqués et quels sont les besoins que vous avez remarqués? Alors, écoutez, la première chose qu'on a pu constater ces derniers temps, l'événement du travail hybride, en fait, c'est surtout une grande modification des règles de travail. Tout le monde a pu constater qu'on peut travailler chez soi. De toute façon, on n'a pas eu le choix. Et aujourd'hui, les grandes directions immobilières se retrouvent avec une double problématique. Une problématique économique, donc une problématique de rationalisation, et puis à côté de ça, une problématique d'attractivité. Comment faire venir les talents, ou avant c'était comment faire venir les talents, maintenant c'est comment faire revenir mes talents, le retour. Et donc, on est bien sur deux schémas qui ne sont pas les mêmes. Un, c'est la rationalisation, l'autre, c'est l'optimisation, la valorisation, l'attractivité. Donc, deux aspects, deux façons de travailler qui sont différentes, et les deux qui doivent s'inscrire dans un temps qui est un temps long, qui est le temps immobilier. Voilà, ça c'est ce que nous pouvons constater avec nos clients, ce sont leurs préoccupations et ils savent qu'il va falloir un certain temps, donc ils tâtonnent encore un petit peu pour savoir quelle est la stratégie qu'ils vont devoir mettre en œuvre. On n'en voit pas beaucoup qu'on définit une stratégie certaine. D'abord, si on prend le sujet de la rationalisation pour aller un petit peu plus loin, quand on imagine qu'un poste de travail coûte à peu près 10 000 € à l'année, qui est un élément important à prendre en compte dans une direction immobilière, bien entendu, c'est extrêmement fluctuant en fonction des activités, de tout un tas de choses. On peut se dire qu'avant de rationaliser, c'est-à-dire de limiter, de réduire des sites pour pouvoir combiner tout le monde à un même endroit, il n'est pas possible de prendre des décisions à l'emporte-pièce. Il faut prendre des décisions, premièrement, éclairées, d'où l'intérêt typiquement de solutions comme Jouxter qui vont permettre d'éclairer les gens avec un outil d'aide à la décision qui vont leur permettre de se dire j'ai des taux d'occupation qui sont de X ou Y, etc. Et puis finalement, c'est peut-être pas tel service comme je le pensais ou autre. Donc d'abord, ils sont en train de se poser la question de savoir si les chiffres dont ils disposent sont justes. Et très honnêtement, ce dont je peux témoigner depuis 30 ans de carrière, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas bien leur patrimoine. Mais parce que les questions qui étaient les plans et les surfaces n'étaient des questions qui n'étaient soulevées généralement qu'au moment où il y avait un arbitrage, vous voyez, une vente d'un actif ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'en fait, dans la gestion courante, c'est fondamental. Donc, il n'y a pas d'anticipation. Donc, si vous avez dit, Eric, que configuration d'un poste de travail coûte environ 10 000 € en collaboration, nous connaissons que selon ARCEG, un coût de poste de travail pour un an en France moyen, c'est plus que 15 000 €. Et pour la région parisienne, selon nos clients, c'est plus de 20 000 €. Oui.
Donc, on était vraiment sur une fourchette basse. D'accord. Donc, Fabien, tu travailles beaucoup avec des clients français et notamment beaucoup récemment avec des clients européens. Est-ce que tu remarques qu'il y a une différence des travails hybrides avec tes clients européens? Alors, effectivement, ce que l'on observe, moi je reviens un peu sur la notion de space planning. C'est vrai que les grands groupes, à l'origine, beaucoup de grands groupes étaient équipés avec des solutions de space planning et pas forcément des plus petites entreprises, c'était pas un domaine où les gens étaient équipés. Ce qu'on observe effectivement avec la crise actuelle, ce qui s'est passé, c'est que comme l'a dit Eric, cette problématique de la gestion des espaces devient majeure et d'avoir une compréhension de comment ces espaces sont utilisés, comment ils vont devoir être adaptés, c'est vraiment clé. Pendant longtemps, ces espaces ont été fermés. Maintenant, il va falloir les changer. Alors, on ne sait pas exactement, et c'est vrai qu'il y a un flou, parce qu'effectivement, on a entendu beaucoup de choses, comme quoi le travail hybride, le travail de chez soi, c'était très bien, on pouvait tout faire, et puis on s'aperçoit que les gens s'épuisent, que la créativité, elle n'est pas là, et qu'il y a un désir très très fort de retourner au bureau. Et pourquoi faire? Donc, je pense nous, ce qu'on observe, c'est que par rapport à cette fin de crise où on a un besoin rapide de retourner au bureau, les clients veulent s'équiper, et on voit pour autant que nos clients, nos prospects ont besoin d'agilité dans cette notion et de flexibilité dans cette gestion des espaces. J'aimerais poser une question à Eric. Eric, comment se passe la prise en charge de l'ensemble des actifs chez vos clients? Si on veut faire du space planning, space planning, ça commence déjà par connaître les espaces. Et donc, on se rend compte que nos clients, aujourd'hui, veulent quand même de plus en plus connaître leurs espaces. Si vous voulez, on a vécu, moi j'ai commencé tout début des années 90, ça ne me rajeunit pas, mais c'était comme ça. La connaissance des actifs était quasi nulle. Dans le meilleur des cas, vous aviez des tableaux Excel dans lesquels vous aviez une liste de ce que les gens possédaient. Les asset managers anglo-saxons ont apporté une réflexion sur les actifs. On a commencé à appeler ça des assets, c'est-à-dire qu'il fallait les valoriser. Et donc, ils ont commencé à demander des plans avec des surfaces. Mais essentiellement, c'était la notion de surface qui avait de l'importance parce qu'on faisait de l'arbitrage, parce qu'on faisait des choses comme ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, le jumeau numérique, qui est en fait la vision numérique de l'actif, commence à avoir un intérêt parce qu'on peut lui apporter une foultitude d'usages. Et donc, on est à l'heure où l'information, la connaissance des espaces a vraiment de l'importance. Et c'est un petit peu ce qu'on a vécu, je me permets un parallèle avec ce qu'ont fait les villes avec les systèmes d'information géographique. Au début, c'était des usines à gaz qui servaient que à des ingénieurs Bac+10 et quand ils étaient en vacances, plus personne n'était là. Et puis petit à petit, c'est devenu extrêmement simple, plein d'usages. Et donc aujourd'hui, personne n'imaginerait une ville sans un SIG avec tout un tas de fonctions. Aujourd'hui, vous voyez ça qui vient rentrer dans le domaine immobilier. Donc, comment ça se passe avec nos clients? Généralement, honnêtement, ils ne connaissent pas très très bien encore leurs actifs. Ils les connaissent sous un aspect très financier. Ils ne les connaissent pas tellement dans un mode soit constructif, soit d'espace. Donc là, on peut les aider, bien entendu, et c'est ce qu'on fait en permanence, à les aider à connaître leur patrimoine. Mais ils ont encore du mal à se positionner, à se dire quels sont les usages principaux qu'il va falloir que nous apportions à nos parties prenantes. Est-ce qu'on va s'intéresser d'abord à nos collaborateurs? On va s'intéresser à nos financiers pour du reporting? On va s'intéresser, vous voyez? Donc, ils sont encore en train de tâtonner. On est vraiment à l'avènement de l'usage numérique dans l'immobilier. Donc, OK. Merci, Eric. Donc, ça va dire digitalisation immobilière est partie. Peut-être la révolution des digitalisations immobilières est là. Mais quelles sont les clés des succès d'une digitalisation réussie? Déjà, il y a une chose, c'est qu'une digitalisation réussie, c'est une digitalisation qui va être acceptée par les DAF, par les directions financières. Or, on sait qu'il y a à peu près 10% des actifs immobiliers qui sont numérisés, autant dire, des données immobilières qui sont numérisées, autant dire qu'il y a du travail. Ça, c'est le premier point. Donc, pour que les DAF valident les budgets, quand les directions techniques le veulent ou autre, il va falloir qu'il y ait un raisonnement qui, me semble, doit être progressif. La première chose pour nous, c'est d'accompagner le client, c'est ce qu'on fait avec un service qu'on appelle MAP Conseil chez nous, c'est d'accompagner le client
d'une façon très inclusive, en ayant toutes les parties prenantes qui expriment d'abord quels sont les usages qui sont attendus. Et faire, vous savez, c'est Pareto. C'est avec 20% d'effort, 80% de satisfaction, de résultat. Parce qu'à partir du moment où on le fait de façon inclusive, on va réussir à améliorer, par exemple, la vie des habitants, la vie des collaborateurs, la gestion des interventions, le wayfinding, vous voyez, tout un tas de la gestion des occupations des salles. En fait, il peut y avoir tout un tas de solutions qui sont en fait les solutions les plus attendues par un maximum de personnes, qui ne coûtent pas forcément très cher et qui va faire un effet d'entraînement qui va justifier l'investissement de la digitalisation. Donc, d'abord, trouver les clés de justification de cette numérisation. Nous refusons de pousser des clients à numériser leur patrimoine s'ils ne savent pas pourquoi ils veulent le faire. Parce que ça va dormir dans un tiroir et ça va être une dépense et un insuccès pour la suite. C'est la première clé. La deuxième, c'est de démarrer frugal. C'est-à-dire que très souvent, il y a tout un tas de choses qui pourraient être faites. On a vu des personnes vouloir avoir jusqu'à la marque de la poignée de porte, vouloir faire du BIM intégral. Surtout, autant vous allez le faire sur une opération de construction, autant sur de l'existant, c'est juste absolument impossible parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut le maintenir, cette base de données. Et puis, constituer la donnée, aller acquérir la donnée, ça coûte cher. Et en démarrant frugal et généralement s'intéressant d'abord aux espaces avant de s'intéresser aux composants du bâtiment, généralement, on a énormément de succès parce que ça touche plus de monde. C'est typiquement ce que vous faites avec Jouxter. Vous n'allez pas vous intéresser à savoir si le mur il est constitué de tel béton, ferraille, etc. Ça peut être intéressant. Mais après, dans un premier temps, vous allez vous intéresser à là où vivent les gens, les lieux de vie et donc tout ce qui va leur donner de la valeur. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est de démarrer frugal pour pouvoir enrichir la base de données tous les ans de nouvelles choses une fois qu'on les a appropriées. Une troisième clé, c'est de valoriser tous les fonds documentaires existants. Trop souvent, il est fait état qu'il faut tout relever ou au contraire, on va prendre que ce qui existe et on ne le fait pas bien. Il y a des fonds documentaires qui existent. On a des confrères qui ont fait plein de relevés, il y a des architectes qui ont fait des relevés. Alors, tout n'a pas la même valeur, tout n'a pas la même garantie, mais on est capable de valoriser tous les fonds documentaires qui existent, qu'ils soient en plan, qu'ils soient en CAD, en SIG. Et puis, la dernière clé, me semble-t-il, c'est de prévoir dès le début qu'il va falloir mettre tout ça à jour. Et donc, avoir un véritable programme de mise à jour, c'est ce qu'on fait au sein de MapCare, c'est-à-dire prendre en compte les données qui viennent d'entreprises de l'extérieur ou faire des visites qui vont permettre de faire que la base de données reste toujours à jour. Parce qu'encore une fois, je me plais à le rappeler, tout le monde prend des contrats de maintenance pour ses photocopieurs, mais est-ce qu'on prend des contrats de maintenance pour ce qui a le plus de valeur, c'est-à-dire sa donnée immobilière? Je pourrais juste, si je me permets, citer le cas d'un grand cabinet de comptables où effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Eric, un cabinet de comptables qui, bien évidemment, avec le premier confinement, s'est rendu compte qu'il fallait que, de toute façon, les personnes travaillent de chez elles. Et donc, dès le départ, ils se sont inscrits dans cet objectif. Comment on va organiser le retour des collaborateurs avec un mode hybride, des équipes, des rotations d'équipes, et la problématique des plans est apparue immédiatement. Et on voit bien que c'est un usage tel que le retour au bureau, comment organiser, où on va pouvoir positionner les personnes tout en assurant aussi une certaine traçabilité. Derrière, on s'est rendu compte de toute façon que les plans n'étaient pas à jour et on a mis en place ça a permis de soulever la mise à jour des plans, qui est quelque chose d'extrêmement important et qui doit vivre parce que on se rend très bien compte que la proportion de postes fixes versus du collaboratif va évoluer. Donc, c'est pas uniquement une image statique, mais comme tu le dis bien, c'est faire vivre cette donnée qui va devenir très importante. Pour résumer, si j'ai bien compris, constitution d'une base de données et analyse votre portefeuille immobilier, c'est à longue durée. On ne peut pas faire… C'est quelque chose, tu as raison, c'est quelque chose de récurrent qui doit être mis à jour. Et après, on y trouve tout un tas d'usages. Ce qu'évoque Fabien avec le retour au bureau, on se rend compte qu'il y a plein de directions qui se sont retrouvées confrontées à la répartition de leurs collaborateurs ou alors on les a sollicités pour dire vous allez me libérer X postes de travail, qui vont être des postes qui vont maintenant devenir des postes de passage. Donc, lesquels, où, ça s'organise comment, où sont quels sont les photocopieurs, comment fonctionnent les services entre eux, est-ce que ça, en termes de temps de trajet pour pouvoir aller d'un service à l'autre, quels sont les services qui travaillent les plus les uns avec les autres.
toute cette problématique, à un moment ou à un autre, elle se projette sur quelque chose qui parle à tout le monde, c'est du plan. Et il y a une autre chose, c'est l'acceptabilité. Là, en ce moment, on est quand même en train de dire à beaucoup de Français, revenez au boulot. Certains, ils sont quand même bien contents de ne pas revenir tout de suite. On le dit en off, généralement hors caméra, mais beaucoup de DRH vous disent il faut faire revenir les Français au boulot, c'est un peu compliqué. Et pour les faire revenir, il faut de l'acceptabilité. Donc pour ça, il faut leur présenter le projet, il faut qu'ils le comprennent, qu'ils voient où ils vont aller travailler, pourquoi ils vont travailler là, à côté de qui. Vous savez, son poste de travail, c'est quelque chose, c'est là où on passe le plus de temps. Hein. Donc c'est très important de faire le visualiser. Donc à le réserver, etc. Ok, donc merci beaucoup Eric. J'ai encore invité Eric à ajouter des commentaires par rapport à votre question précédente. Vous avez parlé de cette expérience, mais à travers votre expérience avec vos clients, quelles sont les solutions que les clients ont mises en place? Donc, il y a des solutions possibles, mais vous voyez déjà qu'est-ce qui se passe. Alors, on voit deux grandes tendances. Vous avez une tendance qui est plus ancienne, qui est plus historique, qui est très progicielle. Vous voyez, un seul logiciel est censé tout faire. Ce sont souvent vous savez, c'était ce qui tournait sur des AS400. C'est pareil, c'est issu de la comptabilité, de la gestion. Et on essaye de venir raccorder là-dessus tout un tas de trucs qui fonctionnent plus ou moins bien, avec plus ou moins de bonheur. Mais en tout cas, surtout, c'est fiable. Généralement, ça tourne bien et puis on n'a pas envie de changer complètement. Et donc, vous avez des solutions comme ça qui disent on fait tout. Et généralement, elles sont parties d'un métier qu'elles font bien et elles essayent de faire tous les autres métiers. Vous avez une autre solution et qui, je pense, est la technique que de plus en plus de gens ont avec leur téléphone. C'est qu'en fait, une application, on la prend parce qu'elle répond le mieux à mon besoin. Je sais que j'ai ma donnée, elle est dans le cloud, elle est structurée, j'ai un tiers de confiance qui la gère et je veux la décommissionner à un moment parce qu'il y en a une autre qui maintenant fonctionne encore mieux, rend encore mieux service à ce dont j'ai besoin. Et si elle est très bonne et si elle se maintient toujours à jour et qu'elle est vraiment très puissante, c'est celle-là que je vais garder. Et donc, vous regardez sur votre téléphone, généralement, les applications que vous utilisez réellement, elles se réduisent comme peau de chagrin et c'est vraiment celles qui vous rendent service que vous gardez. Bon. Bien, vous avez Est-ce que j'ai bien compris, Eric, pour résumer, donc aujourd'hui, vous voyez que les clients commencent à préférer des solutions spécialisées avec des listes d'API ouvertes versus les solutions qui font tout. Oui, alors à ça, je me permets d'ajouter, donc par rapport à des solutions qui font tout avec des données un peu propriétaires, c'est un peu compliqué d'être sûr de pouvoir récupérer ces données quand on le veut. En fait, on commence à bien distinguer, il y a la data et il y a les applis. Et donc, le fait de pouvoir adresser plein d'applications ou de fonctionnalités différentes, ça passe par les API, mais ça part aussi par cette notion de tiers de confiance de la donnée, et que la donnée, je veux en rester propriétaire. En tout cas, c'est ce que nous disent nos clients. Et donc, je veux en avoir sa traçabilité, je veux en avoir son origine, son traitement, sa traçabilité. Fabien, tu es d'accord? Oui, tout à fait. Quand on parle des ERP, des progiciels qui sont assez lourds, nous, on constate aussi chez nos clients, certains, il y a c'est très long à pouvoir mettre à jour des plans. Or, les clients ont besoin de réactivité qu'ils ne trouvent pas forcément. Et c'est nous, par rapport à notre métier, on fait appel à Eric, à son entreprise, de manière à proposer un service, de manière à ce qu'on soit beaucoup plus agile que des solutions qui mettraient beaucoup plus de temps. Tout à fait. Merci Fabien. Olga, pour compléter, c'est pas que le format de la donnée. Le format, que ce soit du DWG, du Revit, du machin, c'est la structuration de la donnée. Donc, nous avons mis en place un service qui s'appelle MapFactory, où en fait, on transforme les données pour leur faire adresser les solutions qui sont demandées aux clients. Et par exemple, pour que ça réponde exactement à ce que veut Jouxter à un moment pour son client. Et j'ajouterais alors par rapport il y a un domaine, c'est le Smart Building. On a travaillé sur le Smart Building Alliance pour définir des standards. Et c'est vrai que le plan est vraiment au cœur de cette logique où le plan doit être, tout comme les capteurs dans le bâtiment doivent être interopérables avec des services comme Jouxter, le plan doit être aussi permettre d'être exploité et d'être au centre de cet écosystème et pas réparti dans multiples applications et qui doivent être maintenues différemment ou voire même dans une solution, je dirais un gros ERP que très peu de gens arrivent à maintenir. Et on a peur de le mettre à jour. Donc, il y a vraiment toute cette problématique. Et
On parle de maquette numérique, on est en 2021, je pense qu'on a encore un peu de chemin à faire avant d'arriver à établir des standards dans ce domaine-là. On y arrive petit à petit grâce à des standards que pousse Eric notamment. D'accord, merci beaucoup Fabien. Merci beaucoup Eric. Eric, il partageait l'expérience avec ses clients français. Et Fabien, je t'invite à parler de nos clients internationaux. Est-ce que tu observes la même tendance qu'Eric ou est-ce que tu vois la différence? Je dirais qu'on observe la même tendance en termes de demande. Nous, on a vu des grands cabinets de conseil. Le fait d'être équipé et d'avoir des plans à jour, de pouvoir déployer une solution pour organiser le retour au bureau de leurs collaborateurs en moins d'un mois, de pouvoir mettre en place et changer l'affectation des positions de travail de manière dynamique et récurrente. Donc, on a vu que petit à petit, certaines grandes entreprises sont en capacité de remettre à jour la répartition des espaces de travail en fonction de la situation sanitaire et des réglementations du moment. Et c'est quelque chose dont on observe que certaines entreprises se rendent compte que, bien évidemment, on va devoir, bien évidemment, c'est peut-être pas le bon terme, je m'excuse, mais il va devoir être mis en place des plans de continuité d'activité au cas où des situations de crise reviennent. Donc, je pense qu'il y a, chez certaines entreprises, on voit que maintenant, les entreprises ont compris le fait de pouvoir très rapidement alerter les utilisateurs pour comment on s'organise par rapport à un nouveau confinement ou des nouvelles règles sanitaires. Et ça passe effectivement par une gestion dynamique et rapide des espaces. Donc, juste pour ajouter, Fabien, donc je vois ici, par un niveau des clients internationaux, ce qu'on voit, dès qu'un client, par exemple, en France, à Luxembourg, en Suisse, et trouver une solution qui aide à gérer cette situation de travail hybride, il essaye facilement à répliquer aux autres pays. Et donc, nous avons des clients qui, après un projet à Luxembourg, on a eu déploiement dans 5 pays différents, dans leur filiale dans les 5 pays, ou par un client suisse qui on a eu un déploiement dans une bonne dizaine de pays suite à premier projet. Donc, ce qu'on voit, en fait, aujourd'hui, les tendances, si on arrive à trouver une solution qui marche, qui est simple à tenir, gérer, on applique à l'international. Eric et Fabien, donc j'aimerais vous poser la même question, tous les deux. Tous ces changements observés d'après vous, sont-ils passagers? Est-ce qu'ils sont plus définitifs? Eric? Je pense que, alors, déjà sur la standardisation, juste une chose, on travaille beaucoup, nous, avec la RIX, justement, pour standardiser certaines choses, pour que ça marche avec tous les investisseurs internationaux. Sur la tendance, il est juste qu'il y a un effet de mode. Mais cet effet de mode, il y a quand même une lame de fond. Vous voyez, moi, je fais partie du CODEF de développement donc, du Grand Paris. Parmi les premiers sujets qui préoccupent les acteurs, vous avez les mouvements pendulaires, donc le trajet domicile-travail, et vous avez donc avec ça les tiers-lieux. Et d'ailleurs, ça fera partie d'une des questions que j'ai vues, c'est comment on va gérer ces lieux qui ne sont pas que l'entreprise. Donc, la transformation de l'ensemble des bureaux qu'il va y avoir, les 13 on a des statistiques par CBRE qui sont 13 à 18% de bureaux qui vont être relâchés dans la nature par des grands acteurs, ça va être une lame de fond. Voilà. Merci beaucoup, Eric et Fabien. Ce qu'on a vu avec Jouxter, de toute façon, dans cette vision de gestion de l'occupation, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur le sujet. C'est arrivé petit à petit et l'effet du Covid a été une accélération. Et de toute façon, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Pour autant, il y a eu des exagérations dans les tendances qui ont été annoncées, comme tu disais en introduction. Il est clair qu'on sait que les gens peuvent travailler de chez eux, mais on a très bien vu et on communique beaucoup maintenant sur les impacts, les conséquences, et donc chaque entreprise devra s'adapter en fonction des types de population.
J'ai vu que les seniors comme moi, bon, apparemment, ils étaient plus adaptés à travailler de chez eux, mais bon, encore, les jeunes, c'est dangereux parce que l'adhésion à la culture d'entreprise, le partage, la créativité, il y a des choses qui ne marchent pas quand on est à distance. Eric, 3 conseils que tu veux donner suite à notre intervention d'aujourd'hui. Dans les 3 conseils, si on veut considérer que le travail hybride se passe bien, je pense que ça doit s'accompagner de la numérisation et de la digitalisation des usages. Donc, on va rester dans les métiers qu'on connaît. Moi, je suis un pur player de la carto. Donc, je vais déjà m'intéresser au plan et puis avec des applications très performantes comme Jouxter. Donc, déjà, c'est avant de prendre des décisions pour rendre le côté hybride, c'est déjà d'analyser et de mesurer. Il faut mesurer les choses en amont. Il faut se donner le temps de la mesure pour pouvoir derrière avoir un outil de décision, projeter les informations. Et ça donne le deuxième conseil, c'est de rendre pédagogique les choses pour pouvoir embarquer tout le monde. Et puis, derrière, c'est d'utiliser des gens comme Jouxter. Il y a des solutions géniales qui permettent justement de comprendre l'usage qui est fait de nos locaux. Les usages digitaux aujourd'hui ne doivent pas être au service de nos smartphones, ils doivent être au service des décideurs. Merci beaucoup, Eric. Et Fabien? Je peux qu'adhérer à ce qu'a dit Eric. Moi, ce qui est important, c'est comprendre, observer, l'observation. C'est fondamental de comprendre comment, après avoir vécu ces 16 mois difficiles, c'est comment font les utilisateurs de mon entreprise pour se concentrer. Comment ils font quand ils veulent pouvoir collaborer. C'est observer pour effectivement comprendre quels seront les besoins. Donc, j'adhère complètement à cette notion. Il faut observer, mesurer, avoir des données factuelles. Ça, c'est important. Et le deuxième point, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur également, c'est qu'à travers des services quelques Jouxter, mais il y en a de nouveaux tous les jours, c'est vraiment aider le collaborateur au quotidien. On doit aider le décideur, mais aussi on doit aider le collaborateur au quotidien. On voit beaucoup, moi je reçois des demandes dans tous les sens où on me dit je veux imposer que c'est le lundi, pas le vendredi, un jour par semaine, etc. Et là je dis attention, le système n'est pas là pour définir des règles trop strictes, où finalement, s'il y a trop de règles, de toute façon, il n'y aura pas d'usage et le collaborateur va rejeter. On est là plutôt dans une démarche où il faut aider le collaborateur. Il y aura des règles d'entreprise qui seront là, mais la technologie doit être là pour faciliter son quotidien, visualiser très rapidement, le rassurer où est-ce qu'il peut travailler, savoir la semaine prochaine, son équipe, où est-ce qu'elle est installée, comment je peux trouver un espace pour collaborer, parce que toute mon équipe sera là. Ça, c'est des enjeux très importants. Merci beaucoup, Fabien. Merci beaucoup, Eric. Et maintenant, on va passer vers questions. Donc, il y a une question qui est voulue. La première question, on enverra le lien qui était lié au comment déterminer le coût du poste de travail. Il y a effectivement. Est-ce que vous voyez les questions, oui. Eric, Fabien? Oui, tout à fait. On prendra, Bertrand, ce que l'on va faire, c'est qu'on vous enverra le lien pour les Blisi ratios de l'ARCEG, dans lequel la décomposition du coût a été calculée. Il y a également des études qui existent sur des plateformes de Cushman et Wakefield, par exemple, qui s'appellent Global Occupiers, où on voit effectivement, il y a également d'autres données sur des coûts d'occupation par pays et par capitale. Je vous présente une autre question, et je pense que c'est un peu préparé, mais je laisse qui va répondre. Bien. Alors, c'est un sujet qui est important parce que nous, on a par exemple travaillé avec un grand cabinet de conseil, on travaille avec un grand cabinet de conseil qui a une dimension RH très forte. On peut le citer, c'est notamment le cabinet Mazars, où effectivement la problématique RH est extrêmement importante et va bien au-delà du ROI financier, parce que ça pose des problématiques de comment arriver à retenir des talents et attirer de nouveaux talents est une dimension majeure. Et c'est pour ça que dans le travail hybride, bon nombre d'entreprises sont extrêmement, au-delà du ROI financier qui pourrait dire les mètres carrés, il y a quand même cette notion, comment je retiens mes collaborateurs, comment je fais pour attirer des nouveaux talents, ou dans un monde où finalement on va pouvoir travailler beaucoup plus à distance. Et donc, il va y avoir une compétition des talents de plus en plus forte. Donc, je n'ai pas forcément répondu à la question, mais il est clair que le ROI financier parfois n'est pas forcément la principale problématique. Comment
entretenir la culture d'entreprise dans un mode hybride est également extrêmement un enjeu majeur. Bon, nous avons encore une autre question à répondre. Elle a deux questions que je vais répondre. Donc, il y a une autre question de Bertrand qui va répondre à cette question. La digitalisation, je ne peux pas vous dire qu'il faut la faire en interne, mon cher Bertrand. Non, c'est peut-être, ça peut paraître comique, mais réellement, moi, je pense qu'il faut un tiers de confiance pour s'adonner, pour ses plans, parce que c'est un métier. C'est important de pouvoir vous garantir que ce soit juste. Mais c'est même important qu'on puisse vous garantir, parce que derrière, vous savez, il peut y avoir le Stempel Géomètre Expert qui vous garantit aussi les surfaces. Ça vous sert un petit peu pour les surfaces fiscales, toutes ces choses-là. Ça peut être intéressant. En fait, ce qui est intéressant quand on fait une numérisation, c'est de lui trouver plein d'usages. Il y a les usages pour vos collaborateurs, mais il y a vos usages fiscaux, vos usages comptables, tout un tas d'usages. Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il est possible de prendre en compte des informations qui viennent de chez vous, mais de les mettre quand même à jour par un tiers de confiance. Ça vous évite d'être obligé de garder toute une cellule de personnes qui essayent de maîtriser AutoCAD et Revit quand ils le peuvent. Voilà, c'est un métier. De la même façon que je pense qu'en interne, vous n'allez pas internaliser votre chauffagiste et le gars qui va vous régler la chaudière. Là, c'est un peu la même chose, je pense, sur des données aussi sensibles. Et avoir un tiers de confiance bien assuré, qui a pignon sur rue, on existe depuis 1785. Je pense que ça peut être une bonne chose. Voilà, je m'arrête là parce qu'après… C'est une bonne réponse, Eric. Il y avait un autre aspect dans la question, c'était par rapport aux plateformes en ligne, des espaces de coworking. Alors là, c'est un sujet que moi, j'avais un peu anticipé avant le Covid, mais qui s'est accéléré. C'est-à-dire qu'en réalité, les plateformes, les entreprises, elles ont besoin d'avoir leurs espaces. Moi, ce que je ressens dans tous mes clients, c'est que de les faire travailler dans un espace qui n'est pas le leur n'est pas forcément quelque chose d'être mixé avec des gens différents. Ils ont besoin de se trouver et de retrouver des nouveaux espaces, potentiellement dans des tiers-lieux, mais c'est pour collaborer entre eux. Donc, il y a eu, dans les espaces de coworking, on a eu une certaine privatisation. On va faire des espaces de coworking, mais c'est pour on va réserver on ne va pas être tout seul isolé avec des gens de toutes les entreprises. Non, on va avoir des espaces qui vont être dédiés. Et ce que demandent les grandes entreprises, effectivement, c'est qu'avec cette notion du travail hybride, quand on a envie de collaborer, quand on a envie d'avoir un entretien de recrutement, par exemple, peut-être que les locaux ne seront pas adaptés. Et donc, maintenant, c'est cette capacité, il va y avoir une transformation où des plateformes, d'outils de gestion comme Jouxter, doivent être en capacité de gérer les espaces, les espaces historiques du client, mais aussi pour assurer une certaine flexibilité, être en capacité de proposer des espaces de tiers-lieux, parce que j'ai remarqué que Fabien, Eric et Olga étaient dans des endroits différents et que pour assurer en présentiel une réunion importante dans un espace qui est adapté à cela, on ira dans un tiers-lieu. Et on voit de plus en plus cette notion de grands groupes qui, petit à petit, vont s'organiser avec des hubs, des espaces qui seront dédiés à la collaboration, et aussi dédiés au recrutement et à toute l'acculturation, mais aussi être en capacité, en fonction des pics potentiels, de pouvoir faire appel à des espaces de tiers-lieux. Nous, on connaît une société qui s'appelle par exemple Cocoon Space, où on a imaginé le fait qu'à un moment donné, une entreprise puisse très bien proposer à travers la plateforme Jouxter, non pas uniquement ces espaces, mais en fonction de certains algorithmes, proposer des autres tiers-lieux. Et ça, je crois que c'est la dimension du futur, un petit peu des espaces qui vont devoir être partagés de plus en plus. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si c'est clair. Mais… En tout cas, je pense que Fabien, tu as plus répondu que moi, parce que moi, j'avais répondu tout de suite. Tu sais, en bon bourrin géomètre, j'étais parti direct sur la digitalisation. Mais il y a quand même un point, non, mais je dis ça en plaisantant. Il y a un point qui est important, c'est si vous prenez des plateformes extérieures qui viennent en fait opérer vos espaces, parce qu'en fait, c'est ça, qui viennent opérer vos usages ou vos espaces, c'est une chose. Par contre, votre donnée immobilière, pensez toujours à en être le maître, le propriétaire et en avoir la garantie de la mise à jour. Mais sinon, effectivement, il y a plein d'opérateurs qui viennent vous aider à opérer vos surfaces et on sait que quelquefois, c'est la garantie d'un bon fonctionnement. Quand ce n'est pas votre métier d'opérer des espaces de restauration, il faut mieux faire appel à des opérateurs qui vont venir vous apporter des systèmes de restauration. Voilà.
suis d'accord. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Fabien. C'est un bon résumé. Donc, chacun doit faire leur métier. On est spécialisé dans un certain métier. On continue à le faire. Nous avons la dernière question de Laurent. Je vais permettre Fabien à commencer à répondre. C'est dans l'anglais chat, Eric. Alors, je lis la question. Revenir au bureau, c'est compliqué. Ce qui sous-entend qu'être en télétravail, c'est être en congé. Alors déjà, revenir au bureau, c'est compliqué. Eh bien, il faut savoir que moi je dirais, c'est beaucoup plus compliqué que l'on ne l'avait initialement imaginé. Et toutes les personnes avec qui on travaille, les gestionnaires immobiliers, les responsables de site, eh ben, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe. Et là, on est au quotidien pour essayer de leur accompagner par rapport à l'usage et adapter et faire évoluer notre service par rapport à leurs besoins. Et c'est vrai que être en télétravail, c'est être en congé. Non, moi, je pense que c'est pas forcément le cas. Moi, j'ai vu des cas dans notre entreprise où il y a cette notion d'épuisement. Quand on n'est pas là dans une réunion, alors qu'il y a 3 personnes, il n'y a qu'une personne en télétravail, eh ben, il peut y avoir des mécompréhensions. La personne qui, elle, est en télétravail va se sentir pas impliquée. Donc, c'est vrai que cette notion de collaboration physique, de présence physique, d'être en remote, on va de plus en plus le comprendre et c'est totalement différent quand on est en présentiel que quand on est dans une réunion à distance. Je ne sais pas si Eric veut partager. Si, parce que tout à l'heure, en plus, c'est moi qui, en plaisantant, me permettais de dire aujourd'hui, parce que je me disais, ça ne sortirait pas de Paris. Aujourd'hui, il est difficile de faire revenir les Français au boulot qui étaient en télétravail. Il y a une réalité, c'est pour ça qu'il faut leur donner envie. Plus que contraindre, il faut donner envie. Pour donner envie, il faut leur montrer dans quoi ils vont revenir. Donc, soit c'est un nouvel aménagement des espaces de travail, soit c'est une nouvelle organisation de cet espace de travail. Mais la meilleure des considérations, c'est de leur montrer d'une façon qui, pour eux, est très compréhensible, c'est-à-dire la plus graphique possible, la plus pédagogique possible. Je pense que ça peut aider. Ça n'empêche pas que le travail hybride, je pense, est une bonne réponse intermédiaire. Et aujourd'hui, clairement, l'efficacité du télétravail, elle est prouvée, mais son épuisement aussi, comme tu l'as souligné. Ouais. Donc, merci beaucoup Eric, merci beaucoup Fabien. Je vais me permettre de rebondir sur votre question avec mon propre question avant qu'on termine. Donc, est-ce que vous pensez que les entreprises sont prêtes pour revenir au bureau, pour revenir au travail hybride? Moi, je suis persuadé que les entreprises le sont. Elles le sont si elles se dotent des bonnes réflexions. Les bonnes méthodes managériales aujourd'hui sont de plus en plus partagées. La seule chose, ça va tâtonner. C'est juste ça. Il faut juste que les entreprises acceptent de se donner un petit peu de temps. Il faut éviter que les choses ne soient brutales. Il faut qu'elles mesurent en amont avant de prendre des décisions qu'elles regretteront par la suite. Et Fabien? Non, je suis tout à fait d'accord. Imposer des nouvelles règles, vouloir tout de suite figer un cadre de travail alors qu'on n'a pas encore totalement observé comment la situation allait évoluer dans les prochains mois. Ça, personne ne le sait. Et puis également, comment les collaborateurs font pour ce dont ils ont besoin. Donc nous, on essaye surtout à dire à nos clients, observer, regarder les usages avant de prendre des décisions et d'imposer des règles. Merci beaucoup, Fabien. Merci. J'ai cru comprendre qu'on a plein de questions pour aujourd'hui. Vous pouvez toujours nous contacter directement pour plus de questions. On est ravis de vous répondre à toutes les questions besoin. Et encore, merci beaucoup pour cette participation. J'étais ravie de voir les noms qu'on se connaît très bien. Merci pour votre fidélité et préparez-vous pour les rentrées. Merci Eric. Merci à vous. Merci Eric. Et puis, pour vos plans, écoutez, vous avez la solution en vos mains. Merci. À très bientôt. Beaucoup. Merci Eric, merci Fabien, merci à vous.